Cette semaine, le 19e paquet de sanctions contre la Russie cible 3 secteurs clés: l'énergie, les services financiers et le commerce. Mais la décision la plus importante de l'Union européenne est que l'Union européenne a enfin préparé un accord sur l'interdiction totale des livraisons de gaz russe. Les nouvelles règles entreront en vigueur progressivement dès cette année. L'abandon total de toutes les sources d'énergie russes doit être achevé d'ici la fin de l'année 2027, et même malgré les rêves de Donald Trump et de son entourage de relancer les Nord Streams. L'Union européenne a annoncé que même après la guerre, elle maintiendra l'interdiction d'acheter du gaz et du pétrole russe. Les dirigeants de l'Union européenne acceptent également de partager les risques financiers et juridiques liés à l'octroi à l'Ukraine du réparatarisme. Cela signifie que pour les 3 prochaines années, l'Ukraine recevra tout de même 140 milliards d'euros provenant des avoirs russes gelés. Je m'appelle Alexei Petchy, aujourd'hui nous sommes le 20 octobre, discutons ensemble de ce sujet. Avant de commencer, merci de vous abonner à cette chaîne, de liker, de commenter sous la vidéo et de rejoindre ma chaîne Telegram Petchy News via le lien en description. Nous y publions les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit ainsi: soutenir la chaîne Alexei Petchy. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Enfin, une décision attendue depuis longtemps. Les ministres de l'énergie des pays de l'Union européenne, lors d'une réunion à Luxembourg aujourd'hui, ont enfin trouvé une position commune sur une nouvelle loi qui mettra fin à la dépendance de l'Europe aux carburants russes d'ici la fin de 2027. Selon le projet, les livraisons de gaz russe dans le cadre de contrats à court terme devront cesser dès la mi-juin de l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il ne reste littéralement que 6 mois. Et puis, 18 mois plus tard, tout devra être fermé. Transaction selon les accords à long terme. C'est-à-dire qu'à la fin de 2027, pas une seule goutte de gaz russe ne devrait arriver en Europe depuis la Russie. Mais tout de même, tu en as pour certains pays sans accès à la mer, comme la Hongrie et la Slovaquie, une dérogation temporaire est prévue. Eh bien, et une telle concession est plutôt une formalité, car cette initiative de l'Union européenne visant à renoncer au gaz russe ne nécessite qu'une majorité qualifiée de voix. Par conséquent, elle peut être adoptée même si certains participants s'y opposent. En fait, 25 des 27 pays de l'Union européenne ont voté en faveur de l'abandon du gaz russe d'ici la fin de 2027, mais cela suffit largement. La Hongrie et la Slovaquie restent donc seules. Il est important de noter que les États-Unis veulent accélérer la rupture des liens énergétiques de l'Europe avec Moscou et augmenter les achats de gaz naturel liquéfié américain. La déclaration conjointe Union européenne-États-Unis évoque des projets d'accord. Les fonds pour les salaires devraient atteindre 750 milliards de dollars en 3 ans. Comme l'a déclaré le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, je cite, « Nous coopérons étroitement avec l'administration américaine dans le domaine de l'énergie. Nous diversifions activement nos sources d'importation de gaz. » D'ailleurs, il convient de noter ici un détail très important. Comment l'Union européenne, a mis Donald Trump en échec. Je rappelle qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles des personnes de l'entourage de Donald Trump auraient mené des négociations avec les Russes, afin qu'après la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ils relancent ensemble les Nord Stream et acheminent du gaz russe vers l'Europe. Les Américains voulaient contrôler le gazoduc pendant que les Russes récupéraient le marché européen pour vendre leur gaz. Mais ce même commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, ajoute, je cite, « L'Union européenne ne prévoit pas de reprendre l'importation de gaz russe, même en cas de signature d'un traité de paix entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. À mon avis, à l'avenir, nous ne devrions pas importer la moindre molécule d'énergie russe, et c'est un signal très très important qu'il faut envoyer. Mais le processus de renoncement au gaz russe n'est pas encore terminé. Après l'harmonisation des positions des États membres, des négociations commenceront avec le Parlement européen, qui exige actuellement un abandon plus rapide non seulement du gaz, mais aussi du pétrole russe. Il propose de fermer toutes les boutiques dès l'an prochain.
Si le Parlement européen adopte la version actuelle du projet de loi, l'abandon devra se faire d'ici fin 2027. La Commission européenne propose un compromis. Interdisons l'importation de gaz naturel liquéfié russe d'ici la fin de l'année 2025, et pour les autres livraisons, qu'elles restent, mais nous allons progressivement, étape par étape, y renoncer d'ici la fin de 2027. Et c'est le cas ici. Actuellement, environ 15% des livraisons de gaz naturel liquéfié en Europe proviennent de Rossumensor et viennent de Russie, ce qui en fait le deuxième plus grand fournisseur après les États-Unis. Les dépenses mensuelles des pays de l'Union européenne pour le gaz russe s'élèvent à environ 500 à 700 millions d'euros, mais les ministres de l'énergie ont également discuté aujourd'hui, lors de la réunion à Luxembourg, des questions de soutien énergétique à l'Ukraine. Car la Russie essaie tout de même de plonger le pays dans un blackout. D'ailleurs, dans toute cette histoire, il convient de mentionner l'Autriche, car c'est précisément ce pays qui a bloqué le 19e paquet de sanctions qui comprend cette interdiction d'acheter du gaz russe. Donc, l'Autriche exigeait de débloquer une partie des avoirs russes gelés afin de compenser à leurs frais les pertes de la Raiffeisenbank internationale autrichienne. Cette banque a souffert à cause des amendes qui lui ont été infligées par le régime russe. Ainsi, l'Autriche voulait débloquer l'argent russe pour en récupérer une part et compenser les pertes de la Raiffeisenbank. Cependant, d'autres pays ont exprimé leur opposition à cette demande. Et donc, le paquet de sanctions nécessitait l'unanimité des 27 États membres. Il faut rendre hommage à l'Autriche. Elle a levé son blocage, même si sa banque n'a pas encore reçu de compensation pour les pertes subies. J'ajouterai aussi une autre nouvelle. Les dirigeants de l'Union européenne sont prêts à répartir les risques financiers et juridiques liés à l'octroi à l'Ukraine du soi-disant prêt de réparation, comme indiqué dans le projet de décision du sommet des dirigeants de l'Union européenne afin de répondre aux besoins de l'Ukraine pour les 2 prochaines années. Les dirigeants de l'Union européenne ont demandé à la Commission européenne de présenter une proposition concernant l'utilisation probable des fonds restants liés aux avoirs russes gelés. Il est indiqué que les propositions doivent être conformes à la législation de l'Union européenne et au droit international, ainsi que prendre en compte la répartition des risques entre les États membres. C'est un point très important, car la Belgique, sur le territoire de laquelle plus de 181 milliards d'euros en liquidités sont conservés en lien avec l'immobilisation des actifs russes, n'est globalement pas opposée à leur utilisation après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais la Belgique souhaite que les autres pays de l'Union européenne partagent que le montant de ces liquidités, ces 180 milliards d'euros, équivaut à un tiers du produit intérieur brut du pays. C'est une charge importante. Et la Belgique dit, écoutez, et si des problèmes surviennent, pourquoi serions-nous les seuls à en assumer la responsabilité? Non, disons que si on doit prendre des risques, alors tout le monde doit en prendre. Voilà. La Belgique veut que les autres pays de l'Union européenne partagent les risques entre eux, et donc les dirigeants de l'Union européenne ont accepté de répartir les risques équitablement entre tous. Donc l'Ukraine recevra bien un crédit de 140 milliards d'euros garanti par les avoirs russes gelés. L'Ukraine ne sera obligée de rembourser cet argent qu'après que la Russie aura entièrement payé toutes les réparations pour l'invasion. Et si elle ne paie pas, alors l'Europe prendra simplement ses avoirs gelés pour rembourser la dette de l'Ukraine. Et maintenant, il a déjà été décidé que le risque collectif sera assumé par les pays du G7 et de l'Europe. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous, la suite arrive.